Moi, mon nom, c'est Emmanuel Bougui. Je suis président d'une firme comptable qui s'appelle EB Conseil Fiscal. On a deux bureaux, un à Côte-des-Neiges et un à Ville-Saint-Laurent. Notre mission, c'est d'assister nos clients, qui sont des personnes en affaires ou bien des personnes tout court, en émettant des stratégies fiscales pour elles, pour qu'au final, elles aient plus de liquidité dans leur poche. Un des premiers sujets que je veux couvrir, c'est la récupération d'amortissement. Bon, avant la récupération d'amortissement, il faut d'abord définir l'amortissement. Pour les propriétaires immobiliers qui sont plus à l'aise avec ce terme, l'amortissement, c'est une dépense discrétionnaire qui permet à toute personne de réduire son revenu net locatif. L'idée derrière l'amortissement, c'est de répartir le coût d'acquisition d'un bien immobilier sur une certaine période. Généralement, sa durée de vie utile. Donc souvent, sur le champ, ça permet de réduire le profit locatif, donc on ne paye pas l'impôt sur le revenu locatif. Mais il y a un autre penchant, c'est que ce choix, c'est un choix, ce n'est pas une obligation, a une conséquence au moment de la vente. Donc au moment de la vente, ce qui se passe, c'est que généralement, on a un profit qui correspond à la différence entre le prix de vente et le coût d'acquisition, qui est imposable à 50%. Mais quand on a bénéficié de l'amortissement pendant une certaine période, il arrive des surprises parce que cet amortissement, c'était un choix. Eh bien, au moment de la vente, il vient s'ajouter au gain en capital. Et bien vrai que le gain en capital est imposable à 50%, l'amortissement, lui, il est imposable à 100%. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on suggère? On dit, OK, tu vas prendre l'amortissement maintenant, mais il faut anticiper que peut-être, et encore, je mets des réserves, des pincettes, peut-être au moment où tu vas le disposer, tu auras assez duré, le bien aura duré dans tes mains, et au moment où tu vas le disposer, peut-être que tes revenus seront plus bas, donc ça peut compenser l'avantage d'avoir profité de la déduction au moment où tu étais plus jeune, tu avais des revenus plus intéressants. Ou encore un petit topo qu'on met en place, c'est OK. Mais ça, on le calcule en fonction de la situation du client. On dit OK, ce que tu peux faire, c'est transférer. Bon, profite de l'amortissement pendant une certaine période, n'exagère pas trop. On va transférer le bien dans une société, juste peut-être avant la vente, et faire de telle sorte de vendre le bien immobilier dans la société. En faisant ce transfert, qu'est-ce qu'on fait? On transfère l'amortissement dont tu as déjà profité automatiquement comme du gain en capital. Donc oui, dans cette situation, tu vas payer plus de gains en capital, mais le gain en capital il est imposé à 50%. Donc ça peut être intéressant. En deuxième volet, bon, il y a le gain en capital. Quelque chose qu'on a remarqué souvent avec nos clients, c'est la notion de changement d'usage. Tout le monde n'est pas nécessairement familier avec. On achète un duplex, on habite dans une partie, finalement, on a l'opportunité d'acheter quelque chose d'autre. Écoute, on le met en location. Ça, c'est un changement d'usage qui est souvent sujet à une imposition. Donc, c'est comme une vente disposée. Bon, si pendant la période qu'on habitait, on n'a pas d'autres biens, c'est évident, on va prendre le choix de l'exemption pour gain en capital. Donc, si vous résidez dans un bien pendant une certaine période, à partir du moment où vous avez résidé ce bien, la portion imposable n'est plus imposable, c'est un choix qui est permis par le gouvernement. Mais à contrario, lorsque le bien est déjà locatif, disons le même duplex est locatif à 100% et on décide d'intégrer pour utiliser une partie à usage personnel, à ce moment, on ne profite plus de l'exemption pour gain en capital, donc il peut y avoir une imposition majeure. Et si on n'est pas en contact avec un comptable ou un fiscaliste, on fait pas, il y a des choix qui sont prévus qui permettent de reporter l'imposition à la vente réelle. Mais si on ne fait pas ces choix, on ne peut pas se les prévaloir. Et au moment où il y a une vente réelle, un bon comptable ou un bon fiscaliste va vous dire, mais écoute, c'est vrai que tu n'as pas été questionné par le fisc, mais maintenant que tu fais une vente, il y a une possibilité qu'on t'impose déjà sur une portion au moment où tu as changé d'usage. Donc c'est majeur. Au final, là, on veut changer d'usage parce qu'on habite un bien ou on veut intégrer, consulter votre comptable ou un fiscaliste. Oui, ça va vous coûter de l'argent,
mais ça va vous coûter moins cher que ça va vous coûter plus tard. Okay. Aussi, ce que j'ai voulu mettre en exergue avec le gain en capital, c'est la notion de la distinction entre le gain en capital et le revenu d'entreprise. Mais là, on parlait de flip. Le flip, oui, c'est une activité locative, mais qui a vocation d'entreprise. Troisième point, qualification fiscale des dépenses. Cette portion est très importante parce qu'il y a une nuance entre les dépenses en capital et les dépenses d'opération. Généralement, les dépenses d'opération qu'on appelle dépenses courantes, peinture, revêtement, sont des dépenses qui sont déductibles à 100%. Tandis que quand on parle des dépenses en capital, c'est des dépenses qui ne sont pas déductibles automatiquement, mais qui pourraient l'être par le choix de l'amortissement. Et vous vous rappelez que si on fait le choix de l'amortissement, on peut se ramasser avec la récupération. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais il faut le planifier. Toutefois, dans certaines circonstances, notamment jurisprudentielles par rapport à des décisions de justice, des dépenses qui peuvent apparaître comme des dépenses en capital peuvent être permises par la loi comme des dépenses courantes. Et généralement, quand on parle de dépenses en capital, c'est des dépenses qui demandent des investissements massifs que, de prime abord, le fisc ne va pas nécessairement vouloir que ce soit des dépenses courantes. Parce que, généralement, comme je dis, quand je rencontre les clients à la période des impôts, ah ok, j'ai fait des dépenses de rénovation, ça va réduire mon profit, je ne vais pas payer de l'impôt. Mais, ok, tu as refait la salle de bain, tu l'as améliorée, tes planchers, tu as remis des planchers chauffants. Tu ne l'as pas remis au goût du jour, là, tu as amélioré le bien. Là. Donc, quand le fisc voit ce genre de dépenses, automatiquement, elles vont être traitées en dépenses en capital. Donc, toi, le fisc va faire sa vérification, tu n'as pas d'argument pour justifier. Donc, une fois encore, avant de faire certaines dépenses, il faut consulter son comptable ou son fiscaliste. Il faut faire une relation, ça doit être ton chum là. Ça, tu l'appelles, tu dis, écoute, je dois faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il n'a pas nécessairement toutes les bonnes réponses, mais oui, par expérience, il peut te dire, ce genre de dépenses, oui, tu peux le passer à 100%, mais s'il n'est pas sûr, il peut se renseigner ou bien regarder les banques de données jurisprudentielles pour revenir avec une réponse qui va mieux te conforter dans ta décision. Et même, le Revenu Canada peut accepter une dépense comme une dépense courante et Revenu Québec ne va pas suivre la décision de Revenu Canada. Ils peuvent dire que non, eux, ils s'en foutent de la vie de Revenu Canada, eux, ils pensent que c'est une dépense en capital. Donc, c'est à toi d'argumenter. C'est sûr que ton premier réflexe, c'est de dire, mais écoute, Revenu Canada a accepté, et puis pourquoi toi, tu refuses? Mais c'est trop léger, ça. Il faut que tu aies au moins des décisions jurisprudentielles de cours supérieurs qui vont dans ta faveur. Là, à ce moment-là, on évite l'opposition. Déjà, dès la négociation, on passe automatiquement, on passe à autre chose, ça te coûte moins cher. Bon, on fait moins d'argent, mais l'essentiel, c'est pas nécessairement de faire de l'argent sur le dos du client, mais le client est satisfait. En dernier point, c'est les modes de détention. On en a parlé plus ou moins dans les 3 sujets. Généralement, les modes de détention, c'est à titre personnel. Donc, comment détenir un bien immobilier à titre personnel ou en société en non collectif. C'est le même principe de titre personnel, mais on est nombreux et on a un contrat. Et troisième option, c'est avoir une compagnie. Tout ce qui est personnel et société en non collectif, les avantages et les inconvénients sont à peu près les mêmes. Donc, quand je parle de personnel et société en non collectif, donc c'est-à-dire que on est imposé directement au niveau personnel sur ses profits. S'il y a des pertes dans les premières années, ça peut être intéressant. Ces pertes sont utilisées pour réduire nos revenus d'autres activités. Les inconvénients, bon, généralement, c'est la responsabilité. Si ici il y a des pépins, votre patrimoine est en danger. Dépendamment de l'activité qu'on fait, il faut juger quel est le risque commercial. Bon, si c'est une activité traditionnelle, locative, bon, on a des assurances. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exempt de poursuites, mais c'est plus faible. Tandis que si on fait des flips, on peut pas, et je le répète, on peut pas faire des flips et ne pas avoir une compagnie. Je suis pas avocat, je suis pas vendeur de compagnie,
Mais on a vu beaucoup de personnes se planter dans ce genre de situation-là. Donc, pour revenir à la compagnie, à la société, il y a eu on voit beaucoup d'euphorie au niveau Internet où beaucoup de personnes suggèrent automatiquement de créer une compagnie en prétextant nécessairement un avantage fiscal. Donc, je fais des nuances. On est toujours dans un contexte d'activité traditionnelle locative. Pour le flip, c'est un no-brainer, c'est une compagnie. Activité traditionnelle de location, de plex et tout. L'intérêt de partir une compagnie, pour moi, donc je me situe au niveau fiscal, il n'en a pas en tant que tel. Je me nuance dans mes propos. C'est sûr que si on a déjà une société opérante, donc on offre des services comptables, des services d'affaires, marketing, design, consultation, qu'on a la liquidité dans cette société, oui, c'est intelligent de mettre en place un montage fiscal à partir duquel on peut transférer de la liquidité libre d'impôt dans une nouvelle société à partir de laquelle on peut investir en immobilier. Oui. Pourquoi? Parce que généralement, bon, je vais aller un peu plus loin, quand on a une société et qu'on a des possibilités de vendre ces sociétés, on peut profiter de l'exemption pour gain en capital. Lorsqu'on vend les actions, donc on parle d'une possibilité de ne pas payer d'impôt sur 816 000 de profit. Donc, on ne veut pas rater cette opportunité-là. Donc, dans ce genre de circonstances, oui, il y a un intérêt de mettre en place un montage fiscal, mettre en place une société de gestion qui va investir en immobilier.